Mesdames, Messieurs, chers consoeurs, chers confrères, la pandémie nous oblige une nouvelle fois à ne pas faire notre conférence ou à entendre notre conférence dans l'auditorium de la Maison du Barreau, mais de cette manière un peu distanciée, qui ne nous empêchera pas d'écouter avec beaucoup d'intérêt notre confrère Jean-Luc Chartier, avocat éminent, et qui est non seulement un très très bel avocat, mais en même temps un écrivain dont les œuvres sont multiples. Je ne peux pas les énumérer parce qu'elles sont extrêmement nombreuses et elles sont tout à fait passionnantes. Il s'est intéressé notamment à D'Aguesseau, à Maupoux, à Portalis, et va nous parler ce soir, en cette année du bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte, de Napoléon et du Code civil de 1804. C'est un sujet tout à fait essentiel dont les pouvoirs publics, et vous aviez raison de me le faire remarquer, cher Jean-Luc, n'ont pas beaucoup parlé cette année, alors que le Code civil est un monument, beaucoup transformé et parfois défiguré depuis sa création, mais qui était à la fois un modèle de clarté, de concision. Je n'en cite qu'un exemple. La présence du titre entre les mains du débiteur fait preuve de sa libération. Aujourd'hui, on en fait 10 lignes et on ne comprend pas toujours ce que ça veut dire. Et donc, je ne vais pas aller plus loin. Je vais laisser Jean-Luc Chartier nous en parler avec le talent qui est le sien, sachant qu'il a tous les, non seulement talents, mais tous les mérites, puisque je devrais dire monsieur le commandeur, tant il a reçu de légitimes décorations, la Légion d'honneur, le mérite, les arts et lettres, etc., etc. Des palmes académiques, j'en passe. En tout cas, c'est un bonheur et un honneur que de l'avoir parmi nous. Je m'efface, c'est à vous Jean-Luc. Monsieur le Président du Palais littéraire, cher bâtonnier Christian Charrière-Bournazel, je commencerai cet entretien en ayant une pensée émue pour votre éminent prédécesseur, le bâtonnier Henri Adair, qui m'a initié à l'exercice périlleux de la conférence du Palais littéraire, dont j'ai été l'heureux lauréat pour mon ouvrage sur le chancelier de Maupoux. Bonaparte était convaincu que la puissance militaire n'était pas tout pour un peuple. Il souhaita faire reposer le véritable fondement de l'édifice social sur les lois civiles et sur la religion. Dès le lendemain de la victoire de Marengo le 14 juin 1800, avec l'appui et l'influence déterminante de Cambacérès, il fit préparer les codes destinés à régler les institutions de la France moderne, dont le Code civil des Français, et il commença à négocier la paix religieuse en établissant le Concordat. Depuis l'Ancien Régime, on avait tenté à plusieurs reprises de refondre en un corps unique et homogène les éléments épars de la législation civile. Ce souci avait déjà inspiré Jean Daumas, jurisconsulte ami de Pascal, dont le recueil des lois civiles dans leur ordre naturel, rédigé de 1689 à 1694, reste la base même de la jurisprudence française, plus de 300 ans après sa publication. Sous le règne de Louis XV, Henri-François D'Aguesseau, avocat général au Parlement de Paris en 1691, procureur général en 1700, chancelier en 1717, rédigea 3 grandes ordonnances qui unifièrent le droit des donations, des testaments et des substitutions, dont plusieurs articles d'ailleurs passeront dans le Code civil. Le chancelier D'Aguesseau réclamait depuis longtemps un travail de classification des lois devenu indispensable. « Je vois tous les jours, disait-il au Conseil, que les principes en sont peu connus, même aux meilleurs esprits, et il y a des abus sans nombre sur le sujet dans les tribunaux de province. Partant du principe évident selon lequel les juges ne peuvent sanctionner l'application de la loi qu'à la seule condition de connaître avec exactitude les règles à faire respecter, D'Aguesseau considérait que la réforme de la justice devait commencer par une entreprise législative qui conditionnerait l'administration de la justice. C'est pourquoi il avait créé en 1715 le Conseil pour la réforme de la justice et en 1730 une commission de travail appelée Bureau de législation, composée de 4 conseillers d'État et de 2 maîtres des requêtes. Malgré son désir de rassembler les lois du royaume, D'Aguesseau ne put achever l'œuvre qu'il avait entreprise, soit qu'il fut rebuté par la crainte d'offenser les parlements provinciaux, soit qu'il ait été découragé par l'immense mosaïque des coutumes et des lois qui régissaient la France.
Louis XVI n'a pour sa part nullement modifié l'aspect juridique du royaume, ce qui fut peut-être une des causes de la Révolution. L'unification de la législation fut clairement réclamée dès 1789 dans les cahiers de doléances. Un comité de législation fut institué par l'Assemblée constituante le 10 septembre 1789 pour étudier l'organisation judiciaire et les lois civiles et criminelles. L'Assemblée proclama en 1790 le principe de la codification des lois françaises, mais la tourmente révolutionnaire ne permit pas la mise en place d'une procédure d'élaboration, bien que la Convention perpétua le vœu des citoyens en inscrivant parmi les articles constitutionnels la rédaction d'un code uniforme des lois civiles et criminelles pour toute la République. Le comité de législation était composé de 48 membres, dont Robespierre, Vergniaud, Mallet, Lepelletier de Saint-Fargeau, Guadet et Couthon. C'est Cambacérès qui en était le président et 8 commis furent chargés du classement des lois et du secrétariat. Les membres du comité de législation avaient pour mission première de répondre méthodiquement aux questions juridiques qui parvenaient de la France entière. Magistrat de profession, Cambacérès s'attacha donc à fournir des interprétations juridiques en réponse aux pétitions et il se fixa pour objectif d'éviter le désordre qui s'installait dans les tribunaux depuis l'Assemblée constituante avait entrepris de réformer l'administration judiciaire. En 1792, cette réforme restait d'autant plus difficile à mettre en place que les coutumes de l'Ancien Régime coexistaient avec les nouvelles lois et que des élus étaient affectés aux tribunaux, autrefois composés uniquement de magistrats. Le comité de législation dut préparer le procès de Louis XVI, la royauté ayant été abolie le 21 septembre 1792, et poursuivit son travail sur l'organisation judiciaire et législative de la République dès 1793, en constituant un rapport sur les enfants naturels et en présentant un projet de décret sur l'organisation du tribunal de cassation, tout en contrôlant le tribunal révolutionnaire. Le 4 juin 1793, au lendemain du coup d'État contre les Girondins et de la prise de pouvoir par les montagnards, Cambacérès proposa la révision du Code civil au programme du comité de législation. Il s'était adjoint 2 de ses amis jurisconsultes, Guiton Morveau et Merlin de Douai. Clairvoyant, Cambacérès annonça publiquement « Il est impossible de tout dire en si peu de temps, il faut présenter une esquisse de code, sachant que la discussion va en améliorer les dispositions. » Dès lors, le comité de législation ne cessa guère de travailler au Code civil, dont 4 versions successives seront présentées en 1793, en 1794, en 1796 et en 1800, avant que le Code civil des Français soit voté définitivement le 30 Ventose en 12, c'est-à-dire le 21 mars 1804. Le 12 juin 1793, dans une atmosphère explosive, née de la rédaction de la nouvelle Constitution, l'Assemblée exigea que le comité de législation fournisse un rapport sur les successions dans les 3 jours et réclama le Code civil entier sous un mois, avec la recommandation impérative qu'il fallait un code simple, clair, comme le code constitutionnel. Au-delà de ces contraintes, le premier projet de code civil fut élaboré dans des conditions d'autant plus pénibles qu'on devait travailler en pleine dictature de salut public. Marat fut assassiné le 13 juillet et Robespierre s'imposa au comité de salut public le 27 juillet. Or, le projet de code, quant à lui, devait être impérativement soumis à la Convention le 9 août. Les rédacteurs mirent alors rapidement au point leur méthode qui consistait tout d'abord à établir un plan en 3 parties, puis à constituer 3 groupes de travail pour traiter chacune des questions respectivement consacrées aux personnes, aux biens et aux contrats. Afin d'accélérer la phase de rédaction, on décida d'emprunter au droit romain et à des jurisconsultes plus proches, notamment Potier, le Code civil étant conçu pour être le facteur d'union le plus puissant dans la République. La méthode et la procédure suivies en 1793, aménagées pour les projets de 1794 et de 1796, seront finalement reprises en 1800. C'est donc la méthode définitive par Cambacérès sous la Convention qui, complétée du plan revu en 1794, permettra l'aboutissement du Code civil des Français en 1804.
La partie civile du Code fut lue à l'Assemblée le 9 août 1793, après avoir annoncé pompeusement à la tribune que le législateur travaille pour le peuple. Cambacérès rappela l'importance de la codification pour la nouvelle société et recommanda aux députés de se prononcer sans passion ni empressement, et il déclara clairement « Vous ne déciderez point d'une matière si grave sans une discussion approfondie ». Il exposa alors les questions du divorce, des successions, des enfants naturels, de l'adoption, mais c'est pas sans résistance que les députés entendirent la mise en cause du jus sanguinis, tellement enraciné dans la culture française. Le comité de salut public, à l'instigation de Barrère, inscrivit la discussion du projet à l'ordre du jour le 2 août 1793. La rédaction du premier Code civil était, pour ainsi dire, terminée. Son livre premier sur les personnes promeut la liberté individuelle. Il contient des dispositions totalement novatrices, comme l'abolition de la puissance maritale, partant du principe que le mariage est un contrat synalagmatique qui pouvait être dénoncé par consentement mutuel. Le comité de législation soutint également la liberté d'adopter et la reconnaissance des droits pour les enfants nés hors mariage. Les députés, étant absorbés par des problèmes politiques plutôt que par les problèmes de société, peu d'entre eux participèrent au débat, qui furent brefs et infructueux. Finalement, le livre premier fut renvoyé au comité de législation. Le deuxième livre, sur les biens, énonçait également le principe de caractère libéral et individualiste. Les droits civils y étaient assimilés à la faculté de contracter, d'acquérir, d'aliéner et de disposer de ses biens par tous les actes que la loi autorise. Cette conception sera d'ailleurs retrouvée dans l'article 1134 du Code civil. Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour des causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Le comité de législation proposa aussi l'adoption de la notion de responsabilité, contrepartie de la notion de liberté, telle qu'elle sera exprimée ultérieurement dans toute la législation française, laquelle dispose « tout homme qui a causé un dommage à un autre dans sa personne ou dans ses biens est obligé à le réparer ». L'article 1382 du Code civil, que tous les avocats connaissent, énonce de la même manière que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer. Ce deuxième livre fit l'objet d'une évocation rapide devant l'Assemblée. La discussion du projet de Code civil fut ainsi poursuivie à la mi-septembre. Les articles qui tendaient à restreindre la faculté de disposer des biens ne donnèrent lieu qu'à de brefs débats. Tous ceux qui établissaient l'égalité dans les partages ou qui concernaient les enfants naturels furent adoptés par acclamation. En revanche, la pression monta le 9 octobre lorsque fut évoquée la rétroactivité de la loi, que certains révolutionnaires voulaient faire remonter au 14 juillet 1789. La motion fut votée, bien que Cambacérès la dénonçait comme crime social. Les députés furent finalement partagés. Pour certains, les événements nuisaient à la réflexion et commandaient l'ajournement du Code civil. D'autres jugeaient incomplet le travail fourni par le comité de législation. Les montagnards trouvaient quant à eux l'ébauche trop compliquée et aspiraient à un code simple qui éviterait tout recours aux hommes de loi et aux magistrats. En fait, aucun personnage éminent ne cherchait plus à faire aboutir le projet de Code civil et on décida de reporter tout au moins la discussion à la fin de la Révolution. Les montagnards majoritaires votèrent le renvoi, mais confièrent la codification à une commission de 6 philosophes nommés par le comité de salut public. Cet échec était terrible pour les juristes du comité de législation qui étaient déjà découragés par le contexte politique meurtrier et se voyaient au surplus opposer des philosophes totalement ignorants de l'exercice du droit. Saint-Just relança le projet toutefois de codification quelques mois plus tard. Il recommanda la création d'une commission de 3 membres chargée, disait-il, de rédiger un code succinct et complet des lois qui ont été rendues jusqu'à ce jour en supprimant celles qui sont devenues confuses. Les pétitions se multipliaient pour réclamer le Code civil ou tout au moins une classification des lois.
Les juges ne savaient plus où ils en étaient. Ils ignoraient sur quel texte ils pouvaient rendre leur jugement. La complexité des lois était telle que, contrairement à ce qu'avaient souhaité les montagnards, il n'y avait pas d'autre voie pour les justiciables que de recourir aux hommes de loi. Dans une confusion juridique extrême, les jugements étaient réformés en appel, les arrêts cassés en cassation ou encore annulés par le comité de législation. Saint-Just accorda alors 1 mois au comité de législation pour faire une somme cohérente des 10 000 textes de loi votés depuis le 14 juillet 1789. Mais le président du comité s'insurgea en s'écriant « Il est impossible en un temps si court de faire quelque chose de sensé ». Le jour même, le comité de salut public intégra Merlin de Douai et Cambacérès à la commission de recensement et de classification des lois présidée par Couthon. Une 3e section fut alors créée pour recevoir le projet de code civil et de l'améliorer. Des experts sélectionnés uniquement sur les critères de compétence furent recrutés de toutes parts, qu'ils fussent girondins, royalistes, libérés pour la circonstance ou encore autorisés à sortir de la clandestinité. 20 copistes furent requis, 3 secrétaires et 9 chefs et 2 garçons de bureau. Cambacérès, qui avait continué d'annoter ses dossiers depuis le 14 Brumaire, exploita donc au mieux toutes ses ressources pour, disait-il, mettre de l'unité de l'ensemble dans une législation qui appartenait à diverses assemblées et qui avait des bases d'idées différentes. Ce sont l'organisation et la structure arrêtées pour ce nouveau projet qui seront conservées par la suite. Le 27 Messidor, soit le 15 juillet 1794, Cambacérès put faire part à l'Assemblée du plan de rédaction du code complet des lois divisées en codes particuliers. La compilation aboutissait à une distribution des lois en pas moins de 28 codes. La Convention ajourna la discussion sur la législation civile de la France, mais ordonna l'impression du rapport, si bien que Couthon et Cambacérès reprirent leur séance de travail les 2 et 7 Thermidor, c'est-à-dire le 20 et le 25 juillet, mais le 9 Thermidor, Robespierre, Saint-Just, Couthon et Lebrun étaient déclarés d'arrestation. Renversant les montagnards et leurs échafauds, la Convention thermidorienne rejeta le gouvernement révolutionnaire et décida qu'une partie des attributions du comité de salut public serait transférée au comité de législation. Cambacérès, de nouveau président du comité, et Merlin de Douai poursuivirent néanmoins le travail d'élaboration du Code civil et ils présentèrent un 2e projet le 23 Fructidor, c'est-à-dire le 9 septembre. Comme le premier, il consacrait la liberté individuelle, Cambacérès s'exclamant « C'est être libre que d'être l'esclave des lois ». Mais les députés étaient peu enclins à l'écouter à l'Assemblée. Comme l'année précédente, elle adopta seulement quelques articles de loi avant de renvoyer le projet au comité. C'était un nouvel échec qui fut atténué par l'installation du Directoire en Brumaire en 4, c'est-à-dire en novembre 1795. Le Conseil des 500 forma alors une nouvelle commission de classification des lois. Cambacérès en fut élu président et c'est alors qu'il eut recours à Portalis, à Siméon et Pastoret qui vinrent se joindre à 4 anciens du comité de législation. Au printemps de l'an 4, soit en 1796, tous travaillaient au Code civil. Le 3e projet de Code civil reprenait le travail accompli les années précédentes avec un plan en 3 parties, le livre 1er sur les personnes, le livre 2 sur les biens, le livre 3e sur les contrats. Le 9 Fructidor en 4, soit le 25 septembre 1796, Cambacérès monta à la tribune pour défendre le Code au nom de la Commission et déclara « Loin de nous la ridicule présomption de présenter un ouvrage fini. C'est à l'expérience, à la sagesse et à la méditation qu'il appartient de compléter notre ouvrage, ou plutôt de lui donner une vie nouvelle. » Élu président du Conseil des 500 le 1er Brumaire en 5, soit le 22 octobre 1796, Cambacérès proposa de mettre la discussion du projet à l'ordre du jour. Mais l'esprit était échauffé par la conspiration royaliste et par le procès de Babeuf et par les élections pour le renouvellement du tiers sortant de l'Assemblée. Une fois encore, la politique prit le pas sur la discussion du Code civil qui fut finalement abandonné le 9 Ventose en 5, soit le 27 février 1797. C'est à la faveur des dispositions arrêtées par le coup d'État du 18 Brumaire,
9 novembre 1799, que la codification des lois fut de nouveau envisagée. Cambacérès, ministre de la Justice, dressa immédiatement un rapport à l'attention des consuls provisoires, Bonaparte, Sieyès et Ducos. Cambacérès présenta enfin l'organisation générale du plan du Code avant de conclure « Ce monument durable de notre Révolution commandera l'amour et le respect des races futures, comme la gloire de nos défenseurs doit enchaîner leur admiration. » Élu le 21 Frimaire en 8, soit le 12 décembre 1799, le premier consul Bonaparte réclama à Cambacérès la communication des 3 projets de code civil qu'il avait présentés depuis 1793. Portalis livra lui aussi, à la demande de Bonaparte, le projet de livre préliminaire du Code intitulé « Du droit et des lois », daté du 24 Messidor en 8, soit du 13 juillet 1800. Bonaparte lut intégralement tous les rapports les uns après les autres et s'enthousiasma. Il voulut dès lors faire sienne cette œuvre pour l'histoire. Il décida de réunir une commission restreinte de juristes et consulta pour savoir qui aurait pour mission de rédiger un nouveau projet. Il fit appel à des experts du droit coutumier et du droit écrit qu'il recruta sous la double compétence et de bonne moralité. Tronchet, ancien avocat du Parlement de Paris et défenseur de Louis XVI, fut pressenti pour présider la commission de rédaction. Un orateur était nécessaire pour l'accompagner. Portalis était l'homme qu'il fallait. Bigot de Préameneux, ancien avocat à Rennes et à Paris, commissaire du gouvernement auprès du tribunal de cassation, fut également retenu. Malville, ancien avocat au Parlement de Bordeaux et membre du tribunal de cassation, fit office de secrétaire. Ils possédaient tous en commun une parfaite connaissance du droit de l'Ancien Régime et des lois votées par les assemblées révolutionnaires. Tronchet et Bigot de Préameneux étaient issus de pays de droit coutumier et Malville et Portalis de pays de droit écrit. Ils furent officiellement nommés par arrêté du 24 Thermidor en 8, soit le 12 août 1800, sur proposition de Cambacérès. Abrial, alors ministre de la Justice, remit toutes les compilations nécessaires à la commission de rédaction du Code civil et fixa un délai de principe de 3 mois pour refondre le dernier projet. Les conclusions devaient être soumises au Conseil d'État qui présenterait ensuite le document au corps législatif et au tribunat. La tâche de la commission de rédaction était immense. Les jurisconsultes n'avaient pas seulement à remettre de l'ordre dans la compilation législative, ils devaient aussi élaborer une loi nouvelle, à la fois conforme au droit public, issue des principes révolutionnaires et respectueuse des traditions ancrées dans les mentalités. Ils devaient s'inspirer de l'esprit philosophique qui orientait la constitution politique de la France, résoudre les problèmes des rapports de l'État et du citoyen, concilier les prérogatives de l'un avec les droits de l'autre. En décembre 1800, la commission, qui était réunie depuis près de 4 mois, annonça l'achèvement de ses travaux de préparation provisoire. Elle confia à Portalis le soin de rédiger le discours préliminaire qui devait servir de préface au projet de Code civil. Le premier consul assista à toutes les réunions et discutait librement avec les conseils d'État. Lors d'un conseil, tandis que Portalis, très malvoyant, s'était placé modestement en arrière d'un groupe de jeunes auditeurs, captivés par la personnalité de Bonaparte, le premier consul remarqua sa présence et l'interpella en ces termes. « Jeune homme, il ne vous arrive donc jamais de regarder quelquefois derrière vous ?» Et prenant Portalis par la main, il l'attira vers lui. Bonaparte lui parla tout d'abord du discours préliminaire du Code civil qu'il était chargé de rédiger et lui dit en souriant « Vous êtes un peu paresseux, citoyen Portalis. Cependant, il faut vous hâter. Tout le monde crie après nous. On nous accuse de ne pas aller si vite en besogne. » « Général, répondit Portalis en souriant à son tour, ceux qui se plaignent ne savent pas que c'est le plus grand monument qui se puisse élever à une nation qu'un code des lois. Vous y avez travaillé comme nous, et plus que nous peut-être, vous devez en savoir quelque chose. » Apprenant que le discours était prêt, Bonaparte dit « Ne vous y trompez pas, ainsi secondés, nous ferons de grandes choses. » Bonaparte, installé avec les 2 autres consuls Cambacérès et Lebrun, depuis tout juste 1 an, apparaissait véritablement comme l'homme providentiel
dont la France avait besoin. Portalis termina de rédiger le discours préliminaire et le projet provisoire de code civil fut imprimé. Tronchet, président de la commission préparatoire, en remit une épreuve au premier consul dès sa sortie de presse. Le premier pluviose en 9, c'est-à-dire le 21 janvier 1801, date ô combien chargée de sens pour ces hommes qui, 8 ans, jour pour jour, après la mort du roi, posaient la pierre de la fondation d'un nouvel ordre social. Les quelques centaines d'exemplaires du projet de code civil furent aussitôt distribués aux sénateurs, aux membres du tribunat et à ceux du corps législatif. Le recueil fut également adressé au tribunal de cassation et aux 29 cours d'appel qui disposèrent d'un délai de 3 mois pour communiquer leurs observations au ministre de la Justice. L'un des objectifs de Bonaparte était de rendre le droit accessible à tous, non seulement en élaborant des lois simples, mais aussi en concevant un texte parfaitement compréhensible. Les rédacteurs, Portalis, Tronchet, Bigot de Préameneu et Malville, y réussirent à tel point que Stendhal lui-même louera le style du Code civil des Français, dont il lisait lire régulièrement quelques passages par pur plaisir. Le 28 Messidor en 9, soit le 19 juillet 1801, 6 mois après la publication du projet provisoire, le projet révisé put enfin être soumis au Conseil d'État. Portalis ne dissimulait pas son admiration pour le maître d'œuvre de la restauration sociale et il écrivait à son fils « Vraiment, sous Bonaparte, tout le bien devient possible et facile. Je suis toujours étonné du génie de cet homme, de ses bonnes intentions et de ses excellentes qualités privées. L'homme d'État chez lui n'affaiblit pas les qualités qui font aimer le particulier. » Selon la procédure du vote des lois inscrite dans la Constitution de l'an 8, le projet de Code civil devait, avant le vote définitif au corps législatif, être débattu en séance plénière au Conseil d'État, puis au tribunat, qui ne disposait pas de droit d'amendement, mais émettait un avis favorable ou défavorable au projet, sanctionné ensuite par le Conseil, puis il renvoyait son vœu au corps législatif. Au total, la discussion civile occupa 107 séances plénières au Conseil d'État à partir de la fin de Messidor en 9, soit en juillet 1801. 52 d'entre elles seront dirigées par Bonaparte lui-même, qui laissera toutefois à Cambacérès le soin de présider toutes les autres. Pour accélérer la procédure du vote du Code civil, les consuls avaient décidé de transmettre aux assemblées les premiers titres au fur et à mesure de leur approbation par le Conseil d'État qui, séance après séance, validait leur rédaction définitive. Or, le tribunat entreprit de s'opposer systématiquement à Bonaparte dans toutes ces entreprises, que ce soit le Code civil ou le Concordat ou encore le traité de paix signé avec le tsar. Au Sénat, c'est l'élection aux 3 sièges à pourvoir qui fut l'occasion de manifester l'hostilité à Bonaparte. Les sénateurs qui élisaient eux-mêmes leurs membres sur présentation du tribunat, du corps législatif et de l'exécutif écartèrent le choix de Bonaparte qui se portait sur des généraux et ils se montrèrent favorables à celle du seul corps législatif qui soutenait la candidature de l'abbé Grégoire et de Donou, ennemi déclaré de Bonaparte. Le projet de loi fit l'objet d'une lutte vigoureuse lors du débat contradictoire au Conseil d'État. Malgré les efforts engagés par Portalis pour réfuter les prétextes fallacieux qu'on lui opposait, le corps législatif se rangea à l'avis du tribunat et le projet de Code civil fut rejeté le 12 décembre 1801 à une majorité de seulement 142 voix contre 139, ce qui rendit Bonaparte absolument furieux, qui déclara « Que voulez-vous faire avec des gens qui, avant la discussion, disaient que le Conseil d'État et les consuls n'étaient que des ânes et qu'il fallait leur jeter leur ouvrage à la tête ? Que voulez-vous faire quand un esprit tel que Siméon accuse une loi d'être incomplète parce qu'elle ne déclare pas que les enfants nés de Français dans les colonies sont Français ? J'ai lu le discours de Portalis au corps législatif en réponse aux orateurs du tribunat. Il ne leur a rien laissé à dire, il leur a arraché les dents. Mais quelque éloquent que l'on soit, parla-t-on 24 heures de suite, on ne peut rien contre une assemblée prévenue qui est résolue à ne rien entendre. Bonaparte songea alors au coup d'État.
Les consuls Cambacérès et Lebrun lui déconseillèrent ce projet d'épuration, mais le deuxième consul, par une interprétation habile de la Constitution, parvint à convaincre Bonaparte d'anticiper les élections. En effet, le renouvellement du premier cinquième des assemblées devait avoir lieu en l'an 10, sans autre précision de date. En attendant, la discussion des projets de loi du Code civil fut suspendue, cette mesure mettant le tribunal et le corps législatif en vacances. Le 13 Nivose, en 10, soit le 3 janvier 1802, Bonaparte adressa ce message au tribunat. Législateur, le gouvernement a résolu de retirer les projets de loi du Code civil. C'est avec peine qu'il se trouve obligé de remettre à une autre époque les lois attendues avec intérêt par la nation. Mais il est convaincu que le temps n'est pas encore venu où l'on portera dans ces grandes discussions le calme et l'unité d'intention qu'elles demandent. Quelques jours plus tard, Cambacérès obtint du Sénat qu'il désigna les membres sortants et entrants au lieu de les tirer au sort. Les sortants furent choisis comme parmi les chefs de l'opposition. À la fin de janvier, les élections étaient terminées. Le résultat de cette politique ne se fit pas attendre. Le corps législatif et le tribunat épurés cessèrent d'entraver les réformes de Bonaparte et le concordat fut approuvé dès avril 1802. La discussion du Code civil fut, quant à elle, reportée à la session suivante du corps législatif. Elle reprit son titre par titre, et les titres par titre, à partir du 22 Fructidor-en-10, soit du 9 septembre 1802. Portalis écrivait alors à son fils, le 4 septembre 1802, « Tu serais étonné si tu savais tout ce qu'on a fait de travaux dans l'espace de 6 mois. C'est prodigieux, il n'y a que le génie du premier consul qui puisse ainsi rendre vrai ce qui n'est même pas vraisemblable. » Au Conseil d'État, Tronchet, Portalis et Bonaparte dominèrent dans les débats sans qu'on pût dire lequel des trois exerçait l'influence la plus déterminante. Certes, le premier consul était le plus souvent suivi. Il se levait toujours, au terme d'une discussion ardue, pour tenter de dégager dans son style bref et persuasif les considérations politiques et sociales qui lui semblaient devoir orienter le vote. Bonaparte, qui avait fait appel aux plus grands experts, appréciait aussi de se laisser enseigner par eux et ne dédaignait pas de se ranger à leur avis. Bonaparte, qui avait souvent Portalis comme contradicteur, savait l'apprécier et le taquinait parfois. S'entretenant du Code civil avec 2 conseillers d'État, il leur fit cette confidence. « Tronchet est un homme qui a de grandes lumières et une tête très saine pour son âge. Je trouve Roederer faible. Portalis serait l'orateur le plus fleuri et le plus éloquent s'il savait s'arrêter. Thibaudot, ce n'est pas là le genre de discussion qui lui convient. Il est souvent trop froid. Il lui faut une tribune. C'est comme Lucien, il a trop de fougue. Cambacérès fait l'avocat général. Il parle tantôt pour, tantôt contre. Le plus difficile, c'est la rédaction, mais nous avons le meilleur rédacteur, Lebrun. » Les discussions au Conseil d'État portèrent essentiellement sur le divorce, dont la question fut sans doute celle qui l'occupa le plus longtemps. Le divorce, autorisé par la Convention pour limiter l'emprise familiale et l'autorité maritale attachée à l'Ancien Régime, était entré dans les mœurs depuis longtemps. Le motif de l'incompatibilité d'humeur ainsi que la volonté d'un seul des époux suffisaient pour justifier la rupture du mariage. Mais les pratiques abusives avaient fait scandale sous le Directoire et conduisaient les rédacteurs du Code civil à préconiser une réforme. Bonaparte argumentait, ça va vous étonner, « Si on veut, le mariage ne dérive pas de la nature, mais de la société et des mœurs. La famille orientale est entièrement différente de la famille occidentale. La première est composée de plusieurs épouses et de concubines. Cela paraît immoral, mais cela marche, les lois y sont pourvues. Les Romains épousaient des femmes grosses. Nous en sommes là. Il faut approprier les lois à nos mœurs. On a des femmes joueuses, débauchées. Faudra-t-il aller plaider pour les chasser de sa maison ? Les femmes ont besoin d'être contenues dans ces temps-ci et cela les contiendra. Elles vont où elles veulent, elles font ce qu'elles veulent. C'est comme cela dans toute la République. Ce qui n'est pas français, c'est de donner de l'autorité aux femmes. Elles en ont trop. Il y a plus de femmes qui outragent leur mari que de maris qui outragent leurs femmes. » Tronchet et Portalis firent valoir à plusieurs reprises que le devoir du législateur
était justement de combattre l'immoralité par une législation contraignante, mais Bonaparte emporta l'adhésion du Conseil d'État, qui s'opposa d'ailleurs majoritairement au motif d'incompatibilité d'humeur quand la question fut abordée et exposée au corps législatif le 16 Pluviose en 11, qui retint pas moins de 2 heures pour présenter les 8 chapitres du 5e titre du Code civil. La législation successorale fut, comme pour le divorce, particulièrement débattue. Le mariage et les successions constituaient les bases essentielles de la nouvelle législation. Au début de l'année 1804, le corps législatif avait enfin adopté tous les titres sur l'état des personnes et Portalis se chargea lui-même de présenter le premier projet de loi sur les biens, sur celui de la propriété qui constitue le titre 2 du livre 2 du Code civil. De discussion en discussion, le Conseil d'État avait commencé ses travaux à la fin de Messidor en 9, soit juillet 1801, et termina ses travaux sur le Code civil en Ventose en 12, c'est-à-dire en mars 1804. Le corps législatif vota dans la foulée les derniers titres qui lui étaient présentés. La codification proprement dite débuta le 17 Ventose en 12, soit le 4 mars 1804, avec le classement des lois et la numérotation des articles en une seule série. Les 36 lois votées en 1803-1804 par le corps législatif furent ainsi réunies en un code unique comportant 2280 articles. Le Code civil était enfin constitué. Bonaparte chargea Portalis d'en faire la présentation devant le corps législatif. En lui confiant cette mission, Bonaparte reconnaissait officiellement le concours que son conseiller d'État n'avait cessé d'apporter à cet édifice et il le désignait comme l'interprète le plus autorisé à expliciter le Code. Portalis présenta donc le 26 Ventose en 12, soit le 17 mars 1804, son exposé des motifs relatif à la réunion des lois civiles en un seul corps sous le titre « Le Code civil des Français ». Dans son discours, Portalis montra que le premier consul, en promulguant le Code, se plaçait comme le continuateur de Charlemagne dictant ses capitulaires, de Saint-Louis rédigeant les établissements, de Louis XIV révisant par la main de Lamoignon et de Séguier les anciennes lois de la monarchie. Après avoir rappelé l'influence déterminante de Montesquieu, Portalis rappelait enfin que le Code civil était l'accomplissement du vœu des citoyens depuis la rédaction des cahiers généraux, des cahiers des États généraux en 1789, mis en œuvre par l'Assemblée constituante. Ainsi, la loi du 30 Ventose en 12, 21 mars 1804, institua le Code civil des Français. Portalis répéta souvent à qui voulait l'entendre « Le créateur du Code civil est le premier consul. J'ai moins contribué à ce grand travail que le consul Cambacérès, messieurs Tronchet de Malville et Bigot de Priameneux, Boulet et Treillard. » Et il continuait « Au 18 Brumaire, le premier soin du héros que la nation a choisi pour son chef fut, après avoir agrandi la France par des conquêtes brillantes, d'assurer le bonheur des Français par de bonnes lois. L'homme extraordinaire qui est à sa tête du gouvernement su mettre à profit le développement des idées que la Révolution avait opérées dans toutes les têtes et l'énergie de caractère qu'elle avait communiquée à toutes les âmes. Il éteignit les haines et réunit les partis, la justice et la paix s'embrassèrent, et dans le calme de toutes les passions et de tous les intérêts, on vit naître un projet complet de Code civil, c'est-à-dire le plus grand bien que tous les hommes puissent donner et recevoir. L'empereur fit promulguer quelques semaines après le Code civil, le revendiqua comme une de ses gloires. La légende tendait d'ailleurs à l'attribuer au seul génie de Napoléon. Le Code civil des Français fut rebaptisé Code Napoléon par la loi du 3 septembre 1807, mais les chartes de 1814 et 1830 lui retirèrent ce nom de Napoléon, mais un décret de 1852 le lui attribua à nouveau le titre pour rendre, disait-il, hommage à la vérité historique. Napoléon lui-même ne confia-t-il pas dans le mémorial de Sainte-Hélène « Ma vraie gloire, ce n'est pas d'avoir gagné 40 batailles. Waterloo effacera le souvenir de tant de victoires. Ce que rien n'effacera, ce qui vivra éternellement, c'est mon Code civil,
c'est les procès-verbaux du Conseil d'État. Merci infiniment, cher Jean-Luc, pour cet exposé remarquable, documenté de manière exceptionnelle et qui évoque beaucoup de souvenirs. Car je me rappelais en vous entendant ce que Montesquieu disait, l'empilement des lois inutiles affaiblit les lois nécessaires. Ou encore Voltaire disant, quand on va de Paris à Toulouse, on change plus souvent de loi que de cheval. Et cette codification, ce rassemblement des lois anciennes pour des lois nouvelles dans un code, j'ignorais, et je le sais maintenant grâce à vous, à quel point Bonaparte y avait contribué. J'ignorais complètement que Bonaparte avait participé à toutes ces réunions et avait lui-même insufflé ce génie particulier qui vous a donné cette grande œuvre que depuis maintenant plus de 200 ans, nous nous évertuons à démolir. En tout cas, merci Jean-Luc, ce fut remarquable. Et pardon pour avoir été un peu en retard par rapport au programme. Pas de problème. Mais je sais que vous serez entendu par beaucoup de monde. Merci encore. Merci à vous, monsieur le bâtonnier.